Rebonjour. Je vais présenter dans cette vidéo la deuxième partie du problème 2 du concours, donc la correction du concours technologie 2018. Donc la deuxième partie du deuxième problème, donc c'est les interférences à ondes multiples. Donc voilà. Voilà, donc je présente ici l'énoncé de cette partie. Donc je vais vous donner tout l'énoncé, le suivi de tout l'énoncé. D'accord? Donc ça c'est la première page. Voilà la page suivante. Voilà, donc l'interféromètre de Fabry-Perot et bon, la discussion de l'interférence avec ce dispositif, etc. Alors, voilà, donc je vais lire cette partie, cette première partie. Alors, interférence d'ondes multiples transmises par une lame. Donc, on va commencer comme dispositif interférentiel, donc une lame de verre, d'accord, placée dans l'air. Alors, donc on considère dans cette partie une lame mince, transparente d'épaisseur E et d'indice petit n, supposé constant. Alors, cette lame est située dans l'air d'indice 1 et éclairée par une source lumineuse supposée monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda. Alors, cette lame donnera des franges d'égale inclinaison qu'on peut observer sur un plan placé dans le plan focal image d'une lentille convergente de distance focale f', de distance focale image f'. Voilà donc tout ce que je suis en train de lire là. Donc voilà, c'est représenté sur cette figure-là. Donc là, on a une source lumineuse. Donc là, je rappelle qu'avec ces dispositifs-là, ça suppose que la source lumineuse, par défaut, c'est une source étendue. Alors, un rayon qui sort de cette source lumineuse, il va donner suite à des transmissions et des réflexions multiples dans la lame, donc à plusieurs rayons qui émergent de cette lame. Et tous ces rayons-là, bien sûr, sont parallèles, donc ils vont interférer. Et là, ils peuvent interférer, donc ils vérifient bien les conditions d'interférence puisqu'ils proviennent du même rayon de la source lumineuse. Tous ces rayons sont parallèles, donc ils interfèrent à l'infini. Donc, pour pouvoir observer la figure d'interférence, il suffit de placer un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente. Et voilà, donc un point M dans un écran, il est repéré par rapport à l'axe de la lentille ici par un angle I. Voilà. Alors, pour un rayon issu de la source, donc la question 10, puisqu'on a fait les 9 questions de la première partie, donc qui étaient des ondes électromagnétiques. Alors, pour un rayon issu de la source, sous l'incidence I, déterminer la différence de marge delta en un point M de l'écran entre deux rayons consécutifs transmis par la lame. Montrer que le déphasage correspondant s'écrit phi égale 2pi sur lambda fois 2ne cosinus θ. Or, on connaît que le déphasage, c'est 2pi sur lambda fois delta, donc il suffit de montrer que la différence de marge delta, c'est égal à 2ne cosinus θ. Donc, voilà une schématisation, si vous voulez, de cette partie-là du dispositif. Donc, le rayon incident, la lame et les différents rayons transmis avec les différents coefficients de transmission et de réflexion. Donc, comme la remarque que j'ai dite tout à l'heure dans le premier énoncé. Donc, le premier milieu d'indice 1 et là, c'est d'indice n. Ça, c'est d'indice n et là, c'est d'indice 1. Donc, il faut, lorsqu'on manipule les vibrations lumineuses, il faut distinguer entre les coefficients de réflexion et de transmission de l'interface R vert, qui seront nommés R1 et T1, et les coefficients de réflexion et de transmission de l'interface vers R, qui seront nommés R2 et T2. Voilà, donc là, je vais passer au calcul. Donc voilà, on veut calculer, la question demandée, c'est calculer tout d'abord la différence de marche entre deux rayons successifs, par exemple entre le premier et le deuxième, le troisième ou le quatrième. Voilà, donc je prends ici, par exemple, le premier et le deuxième rayon transmis par la lame. Donc voilà, ça c'est un zoom, si vous voulez, de cette partie-là. Donc ça c'est le rayon qui entre dans la lame. Arrivant à ce point-là, donc ça c'est le point I, J, K, et le projeté orthogonal sur le premier rayon, c'est H. Donc là, la séparation des deux rayons, elle commence à partir du point I.
Donc, le premier rayon, il va parcourir le chemin IH jusqu'au point M. Le deuxième rayon, il va faire le chemin IJK dans la lame, puis il va aller jusqu'au point M. Donc, avant le point I, c'est le même chemin optique, la différence égale à 0. Alors, en utilisant le principe du retour inverse de la lumière, le chemin HM et KM, en supposant que la source est placée au point M, par le principe du retour inverse, donc H et K seront en phase si la source était au point M. Donc MH et MK, c'est le même chemin optique. Donc le chemin optique HM moins le chemin optique KM sont égaux et leur différence est égale à 0. Ainsi, la différence de marche delta entre ces deux rayons-là, c'est égal, c'est donné par IJK moins IH. Sachant que le IJK, ce rayon lumineux, il est dans le vert, à l'intérieur de la lame. Donc, c'est pourquoi il faut multiplier ici le chemin par n. Donc, c'est n facteur de IJ plus JK. Et le IH, donc ce rayon, il le fait dans l'air d'indice 1. Donc, le chemin optique, c'est la distance IH. Et en remarquant que la distance IJ, c'est la même que la distance JK, donc ça, c'est 2 fois IJ. Donc, la différence de marche, delta, c'est 2NIJ moins IH. Donc, là, pour calculer ceci, il faut chercher IJ et IH en fonction des données. Donc, les données sont l'épaisseur de la lame, l'indice de la lame et l'angle θ à l'intérieur, l'angle θ que font les différents rayons lumineux à l'intérieur de la lame avec la normale. Alors, je commence par IJ. Alors, si je travaille dans ce triangle-là, IJ, celui-là, ce triangle rectangle qui est donné par la normale, l'angle ici, c'est l'angle θ. Le IJ, c'est l'hypoténuse. L'épaisseur, c'est le côté adjacent. Donc, il faut penser à calculer un cosinus θ. Cosinus θ égale E sur IJ. Donc, IJ égale E sur cosinus θ. Donc, ça y est pour le premier terme, puisqu'on a trouvé IJ en fonction de E et θ. Alors, maintenant, il faut chercher le IH. Voilà le IH, je le trouve là. D'accord? Alors, à remarquer que cet angle-là, cet angle-là, c'est pi sur 2 moins i. Donc, l'angle ici, c'est i. Le IH, c'est le côté opposé. Et le IK, c'est une hypoténuse. Opposé et hypoténuse. Donc, il faut penser à calculer un sinus. Donc, sinus i ici, c'est égal au côté opposé IH sur IK. Donc, IH est égal à IK fois sinus i. Et là, on sait que d'après les lois de Descartes, puisqu'on a des réfractions ici, des transmissions, donc le sinus i égale n sinus θ. Donc, sinus i ici, c'est égal n fois sinus θ. Le IK, c'est une inconnue qu'il faut chercher. Donc, le IK, le voilà. Alors, si je reviens au triangle, celui-là, ça, c'est IK sur 2, la moitié, ce qui est le côté opposé pour l'angle θ. Et là, c'est le côté adjacent, le E, l'épaisseur. Donc là, il faut penser à calculer tangente de l'angle θ. Donc, si je calcule tangente θ, c'est le côté opposé qui est IK sur 2 sur l'épaisseur E. Donc, c'est IK sur 2E. Donc, IK, c'est égal à 2E tangente θ. Et je remplace le IK ici pour trouver le IH. Donc, le IH, c'est égal 2NE sinus carré θ sur cosinus θ, en remplaçant tangente θ par sinus θ sur cosinus θ. Donc, ça y est, voilà le IJ, voilà le IH. En les remplaçant dans l'expression de delta, donc on trouve que delta, c'est égal 2NE sur cosinus θ que je peux mettre en facteur de 1 moins sinus carré θ, qui est égal à cosinus carré, et cosinus carré par cosinus, c'est 2NE cosinus θ. Donc, le delta, c'est égal 2NE cosinus θ. Donc là, c'est un résultat à savoir démontrer. Voilà sa démonstration. Et de préférence aussi que c'est un résultat à connaître.
Bon, bien sûr, puisqu'on a déterminé la différence de marche, tout simplement le déphasage, c'est 2pi sur lambda fois delta, c'est 2pi sur lambda fois 2ne cosinus θ, d'où le résultat demandé, ou encore c'est 4pi ne sur lambda fois cosinus θ. Voilà, donc la question suivante, la question 11. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc là, puisqu'on a deux interfaces, une interface R vers et une interface vers R. Donc, comme j'ai dit, il faut distinguer entre les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour ces deux interfaces. Donc, on va appeler R1 et T1 les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour l'interface R vers et R2 et T2 sont pour l'interface vers R. Alors, on va s'intéresser, on ne s'intéresse pas plutôt aux rayons émergents par la lame, de la lame par réflexion, parce que là, il faut savoir que là, pour le rayon incident, il va donner naissance à un rayon réfléchi et tous ces rayons qui arrivent là, ils vont donner des rayons de ce côté-là. Donc là, je rappelle qu'on peut avoir avec ce dispositif deux figures d'interférence. Une figure d'interférence par transmission, c'est auquel on va s'intéresser dans ce problème, et aussi une autre figure d'interférence par réflexion avec les rayons que l'on obtient de ce côté-là. Donc là, on va tenir compte uniquement de ces rayons-là. Alors, pour le premier rayon, on va prendre son amplitude, c'est égal à E0, donc l'amplitude du rayon incident. La phase de la première onde transmise sera prise comme étant origine des phases. Donc, je vais supposer que la phase au point M, pour le rayon E1, c'est l'origine des phases. Donc, l'amplitude E1, la vibration lumineuse E1 du premier rayon, c'est égal à T1 fois T2 fois E0. Donc là, vous voyez que l'énoncé, vraiment, il donne pas mal de résultats et vous êtes censé savoir trouver ces résultats. D'accord? Donc, ces résultats doivent être retrouvés aussi. D'accord? Bon, mais là, l'énoncé, vraiment, il facilite les choses. D'accord? Donc là, pourquoi le T1, T2? Parce que le premier rayon, à partir du rayon incident, il a fait une première transmission de type R vers, donc c'est T1, et une deuxième transmission du type vers R, donc T2. Donc son amplitude, c'est T1 fois T2 fois E0, et avec une phase nulle, puisqu'on va le prendre comme étant origine des phases. La deuxième onde transmise aura comme amplitude E2 égale T1, T2 fois R2 au carré exponentielle moins J fois E0. Donc aussi celle-là, vous êtes censé la retrouver. D'accord? Alors pourquoi ça? Parce que le premier rayon, le deuxième rayon, celui-là transmis, par rapport au premier rayon, qu'est-ce qu'il a fait? Donc en réalité, ce qu'il a fait, il a ajouté deux réflexions de type vers R, donc c'est de type R2, donc c'est pourquoi le R2 au carré, avec un éventuel déphasage entre le deuxième et le premier rayon exponentiel moins J. Donc la deuxième vibration, c'est la vibration du premier rayon fois R2 au carré fois exponentielle moins J. Ah, kiff, là, on a les coefficients de réflexion grand R et grand T, de transmission grand T, donc qui sont définis à partir de la première partie. Donc voilà grand R et voilà grand T. Et toujours, on a entre les deux la relation R plus T égale à 1. Et voilà aussi la vibration du champ, du énième champ transmis par la lame. Et vous êtes censé aussi trouver ça. Alors, la question 11a. Quelle est la condition sur le coefficient de réflexion pour que les amplitudes réelles des ondes transmises successives soient égales, soient presque égales? Voilà. Alors, quelle est la condition, d'accord, sur le coefficient de réflexion grand R pour que la vibration de E1 et E2, E2 et E3, E3 et E4 aussi sont presque égales. Donc, entre le Nième et le N plus 1e, rayon transmis, on veut que les amplitudes soient presque les mêmes. Donc là, il suffit de chercher. Bon, en fait, c'est donné par l'énoncé. Donc voilà, je rappelle ça. L'amplitude du champ E1, c'est T1 fois T2 fois E0. Or, T1 fois T2, c'est T, grand T. Et le grand T, c'est 1 moins R fois E0. Le E2, par rapport à E1, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a fait
deux réflexions avec un déphasage, le déphasage entre le deuxième et le premier rayon qu'on a calculé dans la question 10, fois E0. D'accord? Donc T1, T2, c'est toujours T. R2 au carré, c'est grand R. Et le T, c'est 1 moins R. Le E3, par rapport à E2, qu'est-ce qu'il a fait? Deux réflexions avec un déphasage. Donc, il faut multiplier encore. Voilà, deux réflexions de type vers R avec un déphasage. Donc, c'est E2 fois ça. Et le E2 d'après ceci. Donc, c'est T1, T2, etc. Donc, le T1, T2, c'est grand T. Et là, on a un R4, petit r au puissance 4, c'est R au carré. Et le T, c'est 1 moins R. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici en passant du premier au deuxième, du deuxième au troisième? Donc là, c'est 1 moins RE0. Là, c'est 1 moins RE0 qui multiplie R exponentielle J phi. 1 moins RE0 qui multiplie R au carré exponentielle moins 2 J phi. Donc là, en passant du premier au deuxième, du deuxième au troisième, à chaque fois, on multiplie par grand R exponentielle moins J phi. Et là aussi, on fait apparaître une forme de récurrence. Pour le champ 2, ce facteur-là, il existe toujours. R exponentielle moins J phi puissance 1. Pour le champ E3, c'est R 1 moins RE0 fois R exponentielle moins J phi au carré. Donc, pour le nème rayon transmis par la lame, donc c'est 1 moins RE0, R fois exponentielle moins J phi puissance n moins 1. Donc, voilà comment on peut démontrer ce résultat qui est donné par l'énoncé. Donc là, j'ai essayé de démontrer le résultat qui est déjà fourni par l'énoncé. Alors voilà, maintenant je réponds à la question. Quand est-ce que deux rayons successifs possèdent à peu près la même amplitude? Donc là, il suffit de comparer les amplitudes de deux rayons consécutifs tels que le nème et le suivant, le n plus 1e. Et pour comparer deux choses, il suffit de faire le rapport. Donc en plus 1 sur en en module. Donc, on aura simplification par 1 moins RE0, Rn moins 1, donc ça reste 1R, et le module de l'exponentielle, c'est égal à 1, donc c'est égal à R. Donc, quand est-ce que les amplitudes auront à peu près la même valeur? Donc, il faut que R proche de 1. Donc, voilà. Donc, pour que les amplitudes réelles soient voisines, il suffit que le coefficient de réflexion grand R soit proche de 1. Et dans ce cas-là, on aura donc ce qui justifie que dans cette condition-là, on a une interférence à ondes multiples. Donc là, revenez à la vidéo précédente, lorsque j'ai fait le complément de la partie de la vidéo précédente, là où j'ai distingué le cas où R est grand ou le cas où R est petit. Donc lorsque R est petit, on a une interférence à deux ondes. Lorsque R se rapproche de 1, donc là, les différents rayons auront à peu près les mêmes valeurs et on a interférence à ondes multiples. Donc, ce qui justifie que l'on doit tenir compte de tous les rayons émergeant par la lame. Voilà. Alors, question petit b. Exprimer l'amplitude complexe totale, ET, résultant de la superposition. Là, puisque j'ai dit que lorsque le coefficient de réflexion il est proche de 1, donc il faut tenir compte de tous les rayons. Donc là, la vibration résultante, c'est la somme de toutes les vibrations. Donc ainsi, E transmis, c'est égal E1 plus E2 plus En plus, etc. jusqu'à l'infini, théoriquement. Donc, il suffit, voilà, E1, E2, E3 jusqu'à En. Donc, il suffit de remplacer les différents champs. Donc, là, on a 1 moins RE0 en facteur. Facteur de 1 plus R exponentielle moins J phi plus R au carré exponentielle moins 2 J phi plus Rn exponentielle moins Jn phi plus théoriquement jusqu'à l'infini. Donc, c'est égal à 1 moins RE0 fois la somme de n égale à 0 pour obtenir le premier terme jusqu'à l'infini. R exponentielle moins J phi puissance n. Donc là, on obtient la somme d'une infinité de termes d'une suite géométrique de raison R exponentielle moins J phi. Et là, la somme d'une suite, des termes d'une suite géométrique, bon, c'est déjà donné le résultat ici. C'est le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc, c'est 1 moins RE0 qui reste toujours. D'accord?
fois le premier terme qui est égal à 1, fois 1 moins raison puissance l'infini. Donc là, on vous donne que si, puisque la raison contient le R, le module de R, c'est plus petit que 1, donc c'est 1 sur 1 moins la raison, qui est R exponentielle moins J phi. Donc voilà la vibration résultante de tous ces rayons émergents de la lame. Alors, question 12, on va calculer l'intensité. Donc, vous voyez qu'on suit toujours la même procédure. On calcule la vibration lumineuse pour calculer, dans le but de calculer l'intensité lumineuse qui est donnée par le produit ET fois ET étoile, donc la vibration fois son conjugué. Donc, montrer que l'expression, l'intensité, elle s'écrit sous cette forme-là. Voilà, donc déjà, on a calculé l'intensité, le champ, la vibration lumineuse, multiplié par le conjugué. Donc, voilà, 1 moins R au carré fois E0 carré sur 1 moins R exponentielle moins J phi fois le conjugué 1 moins R exponentielle J phi. Donc, voilà cette fonction-là. 1 fois 1, c'est 1. R exponentielle moins J phi fois R exponentielle J phi, donc c'est le R au carré. Et là, on a moins R exponentielle moins J phi et là, moins R exponentielle J phi. Donc, c'est un R facteur de exponentielle J phi plus exponentielle moins J phi qui est le 2 cosinus phi qui apparaît ici. Voilà, alors l'énoncé, il demande de l'écrire là, il fait apparaître un sinus carré phi et là, on a un cosinus phi. Donc, il faut penser à utiliser cette relation 1 moins cosinus 2x égale 2 sinus carré x. Bon, là, le x, c'est le phi, c'est 2x. D'accord? Donc, le cosinus phi sera égal à quoi? C'est 1 moins 2 sinus carré x sur 2, ou phi sur 2. Donc, c'est 1 moins r au carré E0 carré sur 1 plus r carré moins 2r plus 4r sinus carré phi sur 2. Voilà, donc là, 1 plus r carré moins 2r, c'est 1 moins r le tout au carré, on le voit là, plus 4r sinus carré phi sur 2. Alors là, pour le ramener sous cette forme-là, pour faire apparaître par exemple le 1 ici, donc je divise le numérateur et le dénominateur par 1 moins r au carré, donc j'obtiens le 1 au numérateur, et le 1 dans cette partie-là avec ici 4r sur 1 moins r au carré fois E0. Et pour faire l'identification avec ce qui est demandé dans l'énoncé, donc il suffit de poser E0 carré égale I0 et il suffit de poser aussi M égale 4R sur 1 moins R au carré, d'où le résultat. Donc IM égale I0 sur 1 plus M sinus carré phi sur 2. Donc c'est la fonction, ce qu'on appelle la fonction Diri. Voilà. Question 13. Donc, bien sûr, comme on a fait avant dans les interférences, donc on se propose d'étudier, de manipuler cette intensité. Alors, la question 13, pour quelle valeur de phi l'intensité est-elle maximale? Et exprimer les intensités maximales et minimales, Imax et Imin de cette intensité. Alors, quand est-ce que cette fonction est maximale? Voilà, donc je réécris la fonction ici. Alors, quand est-ce que cette fonction est maximale? Donc, cette fonction est maximale lorsque le dénominateur est minimal. Un sinus carré minimal, c'est égal à 0. Donc, le sinus carré est égal à 0. Lorsque le sinus est égal à 0 et le sinus est égal à 0, donc il suffit que phi sur 2 égale pi ou encore le phi égale 2pi. Avec p, c'est un entier naturel et qu'on va appeler ordre d'interférence, d'accord? Donc, les positions des maximums, c'est-à-dire là où on a vraiment une interférence constructive entre les différents rayons lumineux. Alors, la valeur minimale, c'est lorsque le dénominateur est maximal. Le dénominateur maximal, lorsque le sinus carré est égal à 1. Donc, la valeur minimale, c'est I0 sur 1 plus 1. Donc là, je rappelle que la valeur maximale, c'est I0, donc obtenue lorsque phi est égal à 2pi. Et la valeur minimale, c'est I0 sur 1 plus m. Voilà, donc je donne dans ce tableau-là, par exemple, pour différentes valeurs de R, R égale à 0,5, R égale à 0,9, R égale à 0,99, les valeurs de M, 8, 360 et 39 600,
et les valeurs de I min pour les différents coefficients de réflexion. Donc là, par exemple, pour R égale 0,99, donc le I min, il est vraiment proche de 0. Donc c'est 2,5, 10 moins 5, I0. Voilà, donc cette figure-là, déjà, elle est présentée dans l'énoncé. C'est la représentation de l'intensité en fonction de phi pour différentes valeurs des coefficients de réflexion, donc avec les valeurs numériques données, donc R égale à 0,5, R égale à 0,9 et R égale à 0,99. Donc le R égale à 0,99, donc voilà, c'est la courbe qui est à l'intérieur. C'est 0,9 pour R égale à 0,5, donc la courbe. Donc voilà la valeur du minimum qui est la plus faible pour R égale 0,99, qui est plus grande pour R égale à 0,9, qui est encore plus grande pour R égale 0,5. Et les maximums d'intensité sont obtenus lorsque phi égale à 2 pp, donc 2 pp, le suivant p plus 1, celui qui est avant c'est p moins 1, etc. Bon, là on remarque aussi en fonction de phi, puisque sinus carré phi c'est une fonction périodique, sinus carré phi sur 2, donc c'est une fonction périodique de période 2π, donc voilà, donc on présente bien une fonction de période 2π. Voilà. Donc là, on a fait la lame de verre placée dans l'air. Alors là, un autre dispositif dans le même contexte en réalité, d'accord? Donc les interférences à ondes multiples. Donc l'interféromètre de Fabry-Perot. Alors c'est quoi l'interféromètre de Fabry-Perot? Donc l'interféromètre de Fabry-Perot qui est présenté dans la figure 6 est un instrument constitué de deux lames de verre dont les faces en regard sont planes, parallèles et très réfléchissantes. Elle limite une lame d'air d'épaisseur E et d'indice n égale à 1. Donc voilà le dispositif de Fabry-Perot. Donc il est constitué par deux lames de verre. Les faces en regard, cette face-là et cette face-là, sont traitées de façon à augmenter le coefficient de réflexion. D'accord? Et l'espace entre les deux, c'est l'air. Donc ce cas-là, c'est en quelque sorte l'inverse du cas précédent. Donc tout à l'heure, on avait une lame de verre placée dans l'air. Là, c'est comme si c'est une lame d'air placée de part et d'autre, c'est le verre. D'accord? Donc éclairé par une source étendue, donc voilà, avec un angle d'incidence I, et ça va donner naissance à des rayons parallèles et leur interférence, elle sera observée aussi toujours dans le plan focal image d'une lentille convergente. Alors, autre remarque pour le dispositif de Fabry-Perot, donc les faces externes, celle-là et celle-là, elles ne sont pas parallèles aux faces internes, et ceci afin de, non pas d'éviter les réflexions, mais d'éviter l'interférence avec les rayons qui proviennent des réflexions et des réflexions sur ces faces-là. D'accord? Voilà, donc ça c'est une présentation du dispositif de Fabry-Perot. Alors, donner la différence de phase entre deux rayons consécutifs et justifier que les franges sont des anneaux. Donc là, tout simplement, on peut déduire, donc là on ne va pas faire des calculs, mais on peut déduire l'expression de la différence de marche par rapport de la lame de verre de tout à l'heure. Il suffit de remplacer l'indice par 1 et l'angle θ par I, puisqu'on est dans le cas d'une lame d'air. Donc, dans ce cas-là, la différence de marche entre deux rayons successifs serait égale 2E cosinus I. Avec I, c'est l'angle d'incidence et l'angle émergent aussi du dispositif. Et E, c'est l'épaisseur de la lame d'air du dispositif de Fabry-Perot. Donc, ça, c'est la différence de marche. Donc, on peut déduire tout simplement toujours le déphasage. 2π delta sur lambda, donc c'est 2π sur lambda fois 2e cosinus I, donc 4πe sur lambda fois cosinus I. Alors, dans la question aussi, on demande de justifier que les franges d'interférence sont des anneaux. Donc là, toujours, ce type de question, pour déterminer la forme des franges d'interférence, donc il faut partir de la définition d'une frange d'interférence, si on peut la définir par, donc c'est l'ensemble des points d'égale intensité, ou encore c'est l'ensemble des points tels que delta égale à constante, tel que phi égale à constante, tel que l'ordre d'interférence égale à une constante. Alors, puisque là on a delta et phi,
Donc, l'ensemble des points tels que delta égale à une constante, delta égale à une constante, E, c'est déjà une constante, donc il faut que l'angle I, c'est une constante. Donc l'ensemble des points tels que I égale à une constante, donc sont des anneaux à l'infini et qu'on va représenter, qu'on va les observer dans le plan focal image d'une lentille convergente. Voilà donc le dispositif. Donc si je prends le point M qui est repéré par l'angle I par rapport à l'axe principal de la lentille, tous les points M de l'écran qui correspondent au même angle I, qui correspondent au même angle I, vont former un cercle sur l'écran. D'accord? Donc, c'est pourquoi les franges d'interférence sont des cercles ou elles sont des anneaux, qu'on appelle aussi des anneaux d'égale inclinaison. Voilà, maintenant je passe à la 15e question. Alors, fois P0, donc là on va parler des ordres d'interférence, donc soit P0, l'ordre d'interférence au centre des anneaux. Donc là, puisque les franges d'interférence sont des anneaux, on va appeler P0 l'ordre au centre. P0, c'est égal à Q plus epsilon, avec Q, c'est un entier, et epsilon, c'est une fraction, d'accord, qu'on appelle excédent fractionnaire. Et le epsilon, il est a priori compris entre 0 et 1. Alors, exprimez le rayon ρk sur l'écran du km anneau brillant compté à partir du centre. Et en supposant que les angles IK sont très petits de façon à pouvoir faire les approximations. Pour le cosinus, c'est 1 moins x au carré sur 2. Et pour tangente, si on nous rencontre d'un angle faible, c'est à peu près l'angle lui-même. Alors là, on veut déterminer, donc la question 15a, c'est déterminer le rayon ρk. K, c'est quoi? C'est le numéro de l'anneau. Donc là, il faut faire attention, ne pas faire la confusion entre l'ordre de l'anneau et le numéro de l'anneau. D'accord? Donc là, on veut chercher le rayon en fonction du numéro de l'anneau. Donc pour cela, dans ce genre de questions aussi, il faut chercher à exprimer le rayon tout d'abord en fonction de l'ordre d'interférence, puis chercher une relation entre l'ordre et le numéro de l'anneau et ainsi retrouver l'expression du rayon en fonction de K. Voilà là comment on fait introduire l'ordre d'interférence. Donc toujours on a, donc l'ordre d'interférence, il est tel que la différence de marge delta qui est égale à 2e cosinus I, c'est égal à P fois lambda, toujours. Donc P, l'ordre d'interférence, c'est 2e sur lambda fois cosinus I. L'ordre au centre, c'est égal, lorsque je dis au centre, c'est-à-dire au point O, qui correspond à un angle I égal à 0. Cosinus 0, c'est égal à 1. Donc P0 égal à 2e sur lambda, qui est a priori un réel. Donc sa partie entière, c'est Q. Et le epsilon plus le epsilon, qui est l'excédent fractionnaire. Donc là, on remarque bien, comme le dispositif de Michelson, comme on l'a vu, c'est la même différence de marge qu'on a trouvée dans le dispositif de Michelson. Là, la fonction cosinus est une fonction décroissante. Donc, lorsque I augmente, le cosinus diminue, donc le P diminue. Donc, en s'éloignant du centre, donc l'ordre au centre, c'est-à-dire au point O, le P0, il est maximal, et en s'éloignant du centre, l'ordre, il diminue. D'accord? Donc, juste à titre de remarque. Alors, le rayon. À quoi est égal le rayon de l'anneau? Donc, si je prends l'anneau qui intercepte, qui est donné, auquel le point M appartient, donc OM, c'est égal à ρ. Donc, ρ, OM, c'est le côté opposé pour ça, et on a ici le côté adjacent pour ce triangle-là. Donc, on peut calculer la tangente de l'angle I, qui est égale à ρ sur F'. Or, on travaille toujours avec des faibles inclinaisons. Donc, tangente I à peu près égale à I. Donc, ρ égale F' fois I. Donc, voilà ρ en fonction de I. Or, d'après cette relation, j'ai une relation entre I et P. Donc, la relation entre ρ et I, je vais la transformer, je vais essayer de l'exprimer en fonction de l'ordre d'interférence P. Donc, pour cela, il suffit de chercher I en fonction de P. Alors là, on a un cosinus, donc il faut penser vers un développement limité du cosinus. Donc voilà, le P, c'est égal 2e sur lambda cosinus I. Le 2e sur lambda, c'est l'ordre au centre P0, cosinus I.
Et le cosinus I, c'est égal à 1 moins I au carré sur 2. Donc, 1 moins I au carré sur 2 égale à P sur P0. Et on peut déduire ainsi le I en fonction de P. Donc, c'est la racine de 2 facteurs de 1 moins P sur P0. Bon, kiff, hein, donc on peut l'exprimer en fonction de l'un ou l'autre des formes. 2 fois P0 moins P sur P0. Encore le P0, c'est 2E sur lambda, que je peux remplacer celui-là et le faire sortir. Donc, lambda sur E facteur de P0 moins P. Donc là, j'ai exprimé I en fonction de P. Ainsi, le rayon en fonction de P, donc là, c'est le rayon roue P qui est égal à F' fois I, qui est égal à F' fois racine de lambda sur E fois P0, racine de P0 moins P. Donc là, c'est le rayon de l'anneau d'ordre P. Mais la question, c'est de chercher le rayon du K'im, c'est-à-dire en fonction de K. Et K, c'est le numéro. Et comme j'ai dit, ne pas faire la confusion entre l'ordre P et le numéro de l'anneau. Donc, pour cela, je vais chercher à chercher une relation de récurrence entre l'ordre et le numéro. Alors, si je travaille l'ordre du premier anneau brillant, je vais noter P1. Si l'ordre au centre, c'est P0 qui est égal à Q plus epsilon, donc l'ordre du premier anneau brillant, c'est sa partie entière, c'est Q. Le deuxième anneau brillant, puisque l'ordre, ça décroît, donc c'est le suivant, c'est Q-1. D'accord? Le troisième, c'est Q-2. Donc là, je fais apparaître une forme de récurrence. Donc PK, c'est égal à Q moins K-1. Donc c'est Q moins K plus 1. Donc là, j'obtiens une relation entre P et K. Voilà, il suffit de le remplacer. Dans l'expression du rayon, on a P0 moins P. P0 égale Q plus epsilon. Et le P, le voilà, c'est Q moins K plus epsilon. Donc en simplifiant par Q, donc j'obtiens P0 moins P égale K plus epsilon moins 1, que je remplace dans l'expression de roue. Donc le roue, au lieu de l'exprimer en fonction de P, donc voilà, je l'exprime en fonction de K. D'accord? Voilà, donc c'est égal à F' fois racine de lambda sur E fois racine de K moins 1 sur epsilon. Donc K, c'est le numéro de l'anneau. Donc là, lorsqu'on a des anneaux, c'est plus significatif d'exprimer les rayons en fonction du numéro K que de l'exprimer en fonction de l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, généralement, il est de valeur très grande. Bon, il peut être des milliers, d'accord? Parfois des 20 000, 30 000, d'accord? Donc, lorsque je vois une figure d'interférence, je ne sais pas l'ordre, mais je connais le numéro. Donc, je peux dire que ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième. Donc, de préférence, on exprime le roux en fonction de K et non pas en fonction de l'ordre, surtout lorsqu'on fait des TP et l'on fait des calculs comme ça. D'accord? Donc, voilà roux en fonction du numéro de l'anneau. Bon, là, on va faire une application numérique. Donc, on vous donne que F' égale 50 cm. L'épaisseur de la lame, c'est 10 mm. Et la longueur d'onde utilisée, c'est 546,1 nanomètres. Et on demande de calculer le rayon du deuxième anneau brillant. Lorsque je dis le deuxième anneau brillant, c'est-à-dire K égale à 2. Donc, voilà le roue 2. Là, qu'est-ce qu'on demande? Voilà, donc le P0 qui est égal à ça, bon, juste à titre indicatif. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que l'ordre, c'est très grand. Donc là, vous voyez le P0, c'est 2E sur lambda qui est égal à Q plus epsilon. Donc c'est 36 623,33. Donc l'ordre du premier anneau brillant, c'est 36 623. Alors, lorsque je vois une figure d'interférence, bon, je ne sais pas que si c'est 36 000 ou je ne sais pas encore. Et l'excédent fractionnaire, ici, on le trouve 0,33. Et voilà pour l'application numérique. Il suffit de remplacer K par 2. Donc, K moins 1, c'est égal à 1. Plus le epsilon, voilà son expression. Donc, on trouve 4,26 mm. Voilà. Question suivante, la question 16. Contraste des franges d'interférence. Donc, toujours, bon, la définition la plus utilisée du contraste, c'est Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Alors, en se reportant à la question 13, exprimer le contraste C en fonction de M, puis en fonction de R. D'accord? Donc, la question 13, lorsqu'on a étudié, déterminé Imax, qu'on a trouvé, c'est égal à I0, et Imin, c'est I0 sur 1 plus M.
Donc, en remplaçant Imax et Imin par leur expression, donc on trouve que c'est égal M sur M plus 2. Et on a déterminé déjà l'expression de M en fonction de R, donc il suffit de la remplacer pour trouver que le contraste est égal à 2R sur 1 plus R au carré. Donc, il dépend du coefficient de réflexion. Et voilà, dans la question petit b, on demande d'effectuer les valeurs numériques pour R égale à 0,5, 0,9 et 0,99. Donc, on trouve respectivement 0,8 et 0,99 pour R égale à 0,9 et 1 à peu près, donc pour R égale 0,99. Donc là, on remarque que pour un pouvoir réflecteur, pour un coefficient de réflexion élevé, c'est-à-dire R supérieur à 0,9, le contraste est pratiquement égal à 1. D'accord? Donc, R0,9 ou R0,99, on a pratiquement le même contraste. Alors, question suivante, donc la question 17. Alors, on cherche à déterminer la finesse. Donc là, vous voyez la courbe qui donne l'intensité en fonction de phi. Donc là, la finesse, c'est la finesse des pics. D'accord? Donc là, pour R égale à 0,5, le pic il est assez large. Pour R égale à 0,9, le pic il est plus fin. Pour R égale à 0,99, le pic il est encore plus fin. Donc on peut définir la notion de finesse de l'instrument. Alors, donc avant de chercher cette finesse-là, on va déterminer, donc on définit la largeur à mi-hauteur, delta phi, des pics d'intensité qui est donné sur la figure suivante, par I delta phi sur 2 égale à I0 sur 2. Donc la largeur à mi-hauteur. Donc là, on représente I sur I0, c'est pourquoi le maximum c'est égal à 1. Donc ça, c'est la hauteur maximale. Mi-hauteur, c'est lorsque c'est égal à 0,5. La largeur à mi-hauteur, la voilà. Donc c'est la largeur du pic. D'accord? Alors, la largeur du pic, comment on peut l'obtenir? C'est la valeur de l'intensité lorsque le déphasage phi égale la valeur centrale qui est 2πp plus delta phi sur 2. D'accord? Donc là, bon, ce qui est donné par l'énoncé, I de delta phi sur 2, donc ça laisse, bon, ça peut amener à une confusion. Ce n'est pas lorsque phi égale à delta phi sur 2, mais en réalité, c'est lorsque phi égale 2πp plus delta phi sur 2. Donc, pour cette valeur 2πp plus delta phi sur 2, pour cette valeur-là, donc c'est égal à I max sur 2, qui est égal à I0 sur 2. Donc, il suffit de remplacer dans l'expression de l'intensité, qui est égal à I0 sur 1 plus M sinus carré phi sur 2, qui est égal à I0 sur 2. Donc, il faut que le M sinus carré πp plus delta phi sur 4 est égal à 1. Donc, le sinus carré est égal à 1 sur M. Avec le M, on a son expression en fonction de R. Donc, le sinus carré égale 1 moins R sur 4, 1 moins R au carré sur 4R. Donc là, si je fais la racine, notre but, c'est toujours de chercher le delta phi. Donc, sinus delta phi sur 4 égale 1 sur racine de M, ou encore c'est 1 moins R sur 2 racines de R. Bon, là, il faut faire, puisqu'on travaille avec des coefficients de réflexion proches de 1, rappelez-vous d'un tableau que j'ai fait tout à l'heure, lorsque R il est proche de 1, la valeur de M, on a trouvé à peu près 39 000, quelque chose comme ça. Donc, cette valeur est très grande. Donc, le 1 sur racine de M, il est très petit. Donc, voilà aussi, lorsque le R il est proche de 1, donc cette valeur-là, elle tend vers 0. Donc, c'est une valeur qui est très faible. Et puisque c'est un sinus phi sur 4, donc je peux écrire que sinus phi sur 4 à peu près égale phi sur 4, puisque le résultat, c'est une valeur qui est petite. Donc, phi sur 4 à peu près égale à 1 sur racine de M, ou encore 1 moins R sur 2 racines de R, d'où le delta phi est égal à la valeur suivante. Donc, c'est 4 sur racine de M, ou encore 2, 1 moins R sur racine de R. Donc là, je rappelle que ce delta phi-là, c'est la largeur à mi-hauteur. Et vous voyez là que ça dépend de R. D'accord? Et voilà, d'après la courbe aussi, ça dépend de R. Donc, plus le R est grand, plus le delta phi est petit. C'est-à-dire, plus le pic est fin. D'accord? Donc, plus le pic est plus fin. Alors, voilà comment on définit le coefficient de finesse dans la question petit b. C'est égal à delta phi sur 2π. Donc, le coefficient de finesse de l'instrument, c'est F
égale 2pi sur delta phi. Alors, en réalité, c'est quoi le 2pi et c'est quoi le delta phi? Le 2pi, c'est la distance entre deux maxes successifs. Le delta phi, c'est la largeur à mi-hauteur. Donc, 2pi sur la largeur à mi-hauteur, c'est le coefficient de finesse. Plus le delta phi est petit, plus le coefficient de finesse est grand, donc plus le pic est fin. D'accord? Donc, d'où l'appellation finesse. Voilà, donc, on vient de calculer le delta phi. D'accord? Donc, 2pi sur delta phi, c'est égal en fonction de m, pi racine de m sur 2, ou en fonction du coefficient de réflexion. Le voilà. Donc, plus le coefficient de réflexion est proche de 1, plus le coefficient de finesse est important. Bon, on va faire des valeurs numériques pour calculer f. Donc, voilà un tableau, les mêmes valeurs de R que tout à l'heure, 0,5, 0,9 et 0,99. Voilà les valeurs du contraste. Je rappelle les valeurs du contraste, 0,8. À peu près les deux, c'est égal à 1, donc 0,99 et 1. Et pour les coefficients de finesse, on a 4,4, 29,8 et à peu près 313. Alors, dans la question petit c aussi, quel est l'intérêt d'avoir une finesse élevée? Donc là, on a une finesse, bon, la plus grande, c'est pour 0,99. Alors, dans une application, en spectroscopie, par exemple, on veut chercher un écart entre deux longueurs d'onde. Donc, si on veut faire la résolution, donc on a intérêt à ce que les pics soient les plus fins possibles. Donc, une application de la finesse, c'est en spectroscopie, par exemple, pour chercher l'écart entre deux longueurs d'onde. Donc, une finesse élevée sera très utile pour la séparation de deux raies spectrales voisines, d'accord? Donc, pour déterminer l'écart entre deux longueurs d'onde. Alors, petit d. Alors, on a deux paramètres ici, le contraste et la finesse. Alors, la question, c'est quel est parmi ces deux paramètres, le contraste et la finesse, celui qui permet de mieux caractériser l'instrument? Alors, bon, pour le R égale à 0,5, c'est bon, contraste qui est petit, disons, et coefficient de finesse qui est petit. Mais pour les coefficients 0,9 et 0,99, on remarque que les contrastes sont les mêmes, sont maximum, mais les coefficients de finesse sont différents. En particulier, il est plus grand pour 0,99. Donc là, puisqu'on cherche à avoir des pics qui sont fins, donc il vaut mieux caractériser l'instrument par son coefficient de finesse que par le contraste. D'accord? Voilà, donc si les deux derniers cas, R égale à 0,9 et R égale à 0,99, ont un contraste semblable, mais ils ont des finesses qui sont assez différentes. Donc, il vaut mieux caractériser le dispositif de Fabry-Perot par sa finesse plutôt que par le contraste. D'accord? Voilà. Alors, question 18. Alors, l'interféromètre de Fabry-Perot, toujours, est. Alors, l'interféromètre de Fabry-Perot est éclairé par une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. Alors, on observe sur l'écran des anneaux dont le rayon vérifie la relation ρ au carré fois f' au carré égale f' au carré facteur de 2 moins p fois lambda sur e. Avec p, c'est l'ordre des anneaux. Alors, en mesurant le carré des rayons des anneaux à différents ordres, proposez une méthode pratique permettant de déterminer la longueur d'onde lambda, connaissant les valeurs de f' et de e. Alors, bon, pour cette question-là, vraiment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon de poser, parce que là, tout à l'heure, on a exprimé ρ en fonction de p, puis on l'a exprimé en fonction de k. Donc là, l'énoncé, il a fait un retour à l'envers. D'accord? Déjà, on a le ρ en fonction de k, donc voilà le ρ en fonction de k. On l'a déjà déterminé à partir de la question 15. Donc, ρk égale f' fois racine de lambda sur e, fois racine de k moins 1 plus epsilon. Donc, le ρk au carré est égal à f' au carré fois lambda sur e, facteur de k moins 1 plus epsilon. Donc là, déjà j'ai dit tout à l'heure que le P, ce n'est pas très parlant d'exprimer ρ en fonction de P, parce que je ne connais pas la valeur de P lorsque j'observe une figure, mais je peux connaître la valeur de K, le numéro. Il suffit de savoir compter en fait. D'accord? Alors là, en manipulant cette expression-là, comment on peut calculer
la longueur d'onde lambda, connaissant les valeurs de f' et de e. Voilà, donc ça devient clair. Donc là, il suffit de tracer la courbe qui donne ρk au carré. Donc si je fais la mesure des rayons, du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, etc. Donc c'est le cas. Donc pour chaque valeur de k, je mesure la valeur de ρk et je trace ρk au carré en fonction de k. Je trouve que c'est une droite et la pente de cette droite, c'est f' au carré fois lambda sur e. Et par mesure de cette pente, et connaissant les valeurs de f' et e, donc on peut déterminer la valeur de lambda. D'accord? Donc voilà, donc comme j'ai dit, là l'énoncé il fait une marche arrière en fait. Donc déjà on a l'expression en fonction de k. D'accord? Voilà, donc il faut penser à exprimer ça directement en fonction de k. Alors, question suivante, donc question 19. Donc l'interféromètre maintenant il sera éclairé par une source qui émet deux longueurs d'onde très voisines. C'est le cas, par exemple, de la lampe de sodium qui émet deux longueurs d'onde, lambda et lambda plus delta lambda, et le delta lambda, il est très petit devant lambda. Alors, chacune des longueurs d'onde va donner son propre système d'anneaux, puisque l'ordre, le déphasage dépend de lambda, d'accord? Donc, chaque longueur d'onde va donner sa propre figure d'interférence. Alors, on admet qu'on pourra distinguer les deux systèmes d'anneaux à l'ordre P à condition que la différence de phase entre eux est plus grande que la largeur à mi-hauteur, delta phi d'un anneau défini précédemment. Donnez alors la plus petite longueur d'onde delta lambda 1000 mesurable en fonction de lambda f et p. Alors, kiff là aussi, je ne suis pas d'accord avec l'énoncé. Donc là, pour pouvoir séparer, je pense qu'il faut mieux faire le raisonnement non pas sur le déphasage, mais il vaut mieux faire le raisonnement soit sur le rayon des anneaux, soit sur l'angle I, soit sur encore la différence de marche delta. D'accord? Donc là, deux radiations sont séparées à l'ordre P. Si l'écart entre les deux maximums sont supérieurs, l'écart est supérieur à la largeur à mi-hauteur, le delta phi qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà donc la largeur à mi-hauteur qu'on a déterminée tout à l'heure en termes de phase, la voilà, c'est 2, 1 moins R sur racine de R, donc c'est égal à 2pi sur le facteur le coefficient de finesse. Si je transforme ça en termes de différence de marche, donc l'écart entre deux maxima en termes de différence de marche, donc je vais appeler delta, delta, la largeur à mi-hauteur, plutôt c'est la largeur à mi-hauteur en termes de différence de marche associée à la longueur d'onde lambda. Alors, connaissant la relation entre phi et delta, pour un lambda donné, delta phi égale 2pi sur lambda fois delta delta. Donc, delta delta, la largeur à mi-hauteur en termes de différence de marche, c'est égal à lambda sur 2pi fois delta phi. Voilà, donc en remplaçant le delta phi par son expression, voilà l'expression de delta delta. C'est la largeur à mi-hauteur. Alors, je vais appeler delta delta max. C'est la variation de la différence de marche qui est due à la variation de la longueur d'onde lambda entre deux maximums correspondant aux deux longueurs d'onde lambda et lambda plus delta lambda. C'est-à-dire, lorsque je travaille avec deux longueurs d'onde lambda et lambda plus delta lambda, les positions des maxima seront décalées. Je vais appeler delta delta max, c'est l'écart entre les deux positions des maximums à un ordre P bien déterminé. Alors, voilà donc là pour chercher la variation de delta suite à une variation de lambda pour un ordre P donné. Donc, je pars de cette relation-là. Alors, la différentielle, puis je passe à delta. Donc, delta delta max, c'est égal à P fois delta lambda. Les deux radiations sont séparées lorsque l'écart entre les deux maximums est supérieur à la largeur à mi-hauteur. Donc, il faut que P delta lambda soit supérieur à cette quantité-là. Donc, il faut que P delta lambda supérieur à lambda sur F ou encore delta lambda supérieur à lambda sur PF. Donc, le lambda sur PF apparaît comme l'écart minimal entre deux longueurs d'onde qu'on peut séparer. Donc, le delta lambda minimal, c'est égal à lambda sur PF. Donc, c'est lambda sur PF
lambda sur pp fois 1 moins r sur racine de r. Voilà, on demande aussi dans la question petit b de déterminer le coefficient de le pouvoir de résolution. Le pouvoir de résolution, bon, à connaître aussi comme définition, c'est lambda sur le delta lambda min qu'on vient de déterminer. De delta lambda min, le voilà. Donc, le pouvoir de résolution en fonction du coefficient de finesse, en fonction de P et du coefficient de réflexion, etc. D'accord? Donc, voilà, en remplaçant ces expressions-là. Voilà, donc ici, je présente, là, c'est une figure pour la lampe de sodium, pour le doublet jaune du sodium, pour différentes valeurs du coefficient de réflexion et pour différentes valeurs de l'épaisseur de la lame. Donc, en utilisant ces valeurs de E et de R, pour la lampe de sodium, on trouve un coefficient, un pouvoir de résolution 750, 1500 et R lorsque l'épaisseur est égale à 0,05 et le coefficient de réflexion est égal à 0,9. Donc là, on remarque pour ces valeurs-là, les deux radiations ne sont pas résolues, donc ça semble, c'est comme si c'est une seule longueur d'onde. Là, c'est à peine résolu et là, c'est vraiment résolu. Donc voilà le doublet jaune du sodium pour l'ordre, pour le premier anneau, le deuxième anneau donné pour les deux longueurs d'onde, etc. Alors là, je donne, bon, ce n'est pas demandé par l'énoncé, je donne la variation de l'intensité en fonction du rayon des anneaux. D'accord? Donc voilà, ça c'est le premier anneau, le deuxième anneau, le troisième anneau, le quatrième anneau. Bon, là, j'ai voulu donner ça parce que là, tout à l'heure, lorsqu'on a représenté en fonction de la phase, on a trouvé une fonction qui est périodique, c'est-à-dire l'écart entre deux maximums, il est le même. Donc, faites attention, si on fait le traçage en fonction de I ou en fonction du rayon, donc là, ce n'est pas périodique et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les anneaux deviennent de plus en plus serrés. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec la détermination du delta lambda min en utilisant en faisant le raisonnement sur delta phi. Bon, là, je donne la correction en fonction de delta phi. Ça donne le même résultat, mais vraiment, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, je donne ici. Je vous laisse le soin de faire la lecture de ça. Alors, la dernière question, la question 20. Donc, on va revenir ici au filtre interférentiel, c'est-à-dire à la lame de verre de la première partie. Alors, un filtre interférentiel est constitué par une lame transparente d'indice N et d'épaisseur E, du même ordre de grandeur que la longueur d'onde qu'il laisse passer. Donc là, l'épaisseur pour les filtres interférentiels, elle est très petite, de l'ordre de lambda. Alors, cette lame est entourée de deux couches fortement réfléchissantes. Il s'agit d'un interféromètre de Fabry-Perot de faible épaisseur et d'indice N différent de 1. Alors, éclairé en incidence normale, donc là dans l'application, le filtre interférentiel qui est la lame de verre est éclairé et utilisé en incidence normale. Et il sera éclairé en lumière blanche. Donc, le rôle de ce filtre-là, donc il sera éclairé par la lumière blanche et à l'émergence de ce filtre, on va sélectionner une radiation parmi toutes les radiations de la lumière blanche. Donc, un tel filtre, il laisse passer toutes les longueurs d'onde qui vérifient cette relation-là. Bon, si vous voyez ça, 2pi sur lambda fois 2NE égale 2pi-P. Alors, en réalité, d'où est-ce qu'elle vient cette relation-là? Donc là, si on travaille en incidence normale, si je reviens à la différence de marge 2NE cosinus R, cosinus θ, si on travaille en incidence normale, le I et le θ, tous les deux égaux à 0, donc cosinus égale à 1, donc la différence de marge serait égale à 2NE. Alors, si je travaille dans le domaine du visible, qui est compris entre 400 et 800 nanomètres, donc lambda bleu et lambda rouge, les radiations qui vont sortir du filtre interférentiel sont celles qui présentent une interférence constructive. Et une interférence qui est complètement constructive, lorsque la différence de marge delta est égale à 2NE, est égale à P fois lambda. D'accord? Donc, d'où la relation, celle-là. Celle-là, elle provient de quoi?
Le 2NE, c'est la différence de marge, multiplié par 2pi sur lambda. Donc, tout ça, c'est le déphasage qui est égal à 2pp. Donc là, c'est la condition d'interférence constructive pour une radiation de longueur d'onde lambda. Donc, les longueurs d'onde qui vont sortir du filtre interférentiel sont celles qui vérifient cette condition d'interférence constructive, d'accord, en termes de phase ou comme ça en termes de différence de marge. Toutes les radiations, toutes les autres radiations qui ne vérifient pas ces deux relations vont présenter des interférences constructives et elles ne vont pas émerger, destructives, elles ne vont pas émerger du filtre, elles ne vont pas émerger de la lame. Voilà, donc j'ai donné un aperçu sur le principe et l'utilisation du filtre interférentiel. Alors, dans le cas d'une lame de cryolite, question petit a, d'indice 1,365, et on va prendre une épaisseur 0,5 micromètre, donc vous voyez que l'épaisseur est très très petite. Quelles sont les longueurs d'onde passantes dans le domaine visible? Alors, j'ai dit tout à l'heure que les radiations qui vont émerger du filtre sont celles telles que qui vérifient la condition d'interférence constructive delta égale à P lambda, delta égale à 2NE, qui est égal à P lambda, donc P égale 2NE sur lambda. Or, pour la lumière visible, pour la lumière blanche, compris entre lambda B et lambda R, donc là, on a un encadrement de la longueur d'onde. Il suffit de trouver un encadrement de P. Donc, en faisant les inverses et en multipliant par 2NE, donc voilà un encadrement de P. Alors, avec les valeurs de N et de E, et connaissant les valeurs de lambda rouge et lambda bleu, on trouve facilement un encadrement de P. Donc, P qu'on trouve compris entre 1,7 et 3,4, avec P, c'est un entier. Donc, P aura deux possibilités, donc 2 ou 3. Donc, les longueurs d'onde qui vérifient cette relation vont émerger du filtre. Donc là, combien va sortir du filtre? Deux longueurs d'onde qui sont telles que P égale à 2 et P égale 3. Donc, pour chercher ces longueurs d'onde, il suffit, voilà, le lambda égale 2NE sur P, avec les valeurs numériques que l'on a. Donc, pour P égale à 2, la longueur d'onde qui va sortir, c'est 0,6825 micromètres. Et pour P égale à 3, la longueur d'onde qui va émerger, c'est 0,455 micromètres. Mais généralement, pour un filtre interférentiel, on cherche à sélectionner une seule longueur d'onde, d'accord? Donc, une seule radiation. Donc là, pour faire ceci, il suffit de jouer sur l'épaisseur. Donc là, l'épaisseur, c'est 0,5 micromètres. On va encore diminuer l'épaisseur, 0,25 micromètres, afin de sélectionner une seule longueur d'onde. Là, il dit, pour non laisser passer qu'une seule radiation dans le domaine visible, il faut diminuer l'épaisseur E. Donc, on va travailler avec E, qui est la moitié de tout à l'heure, 0,25 micromètres. Quelle est la longueur d'onde passant dans le domaine du visible? Donc, la même condition que tout à l'heure avec cette épaisseur-là. Donc, l'encadrement de P, c'est toujours celui-là. Avec la nouvelle valeur de l'épaisseur, on trouve P compris entre 0,85 et 1,7. Donc, la valeur de P, c'est égal. La valeur de P qui est entière, c'est égal à 1. Donc, on a une seule radiation qui peut passer à travers le filtre en la remplaçant dans l'expression de tout à l'heure entre lambda et P. Donc, lambda égale à 2NE, on trouve le 0,6825 micromètres. Donc, voilà, là, le filtre, il a joué son rôle, d'accord? Donc, parmi toutes les couleurs, les radiations de la lumière visible, donc, il a sélectionné cette longueur d'onde. Mais la longueur d'onde qu'on va sélectionner, puisque la courbe qu'on a vue tout à l'heure, ce n'est pas un pic, mais ça présente une largeur à mi-hauteur. Donc, la radiation, cette radiation qui va émerger, elle aura une largeur spectrale. Alors, dans la question petit c, pour cette épaisseur E, et en se référant à la question 19, là où on a calculé la largeur à mi-hauteur et le delta lambda, etc., calculer la bande passante delta lambda du filtre pour R égale 0,97. Donc, d'après la question 19, on a trouvé le delta lambda égale lambda sur PF. Le lambda, le voilà. Et le P, c'est égal à 1. Donc, il reste à calculer le coefficient
de finesse. Donc là, pour P égale à 1, le voilà. Donc lambda égale lambda sur F. Pour R égale 0,97, le coefficient de finesse égale 103. Et en remplaçant dans cette expression-là, donc le delta lambda égale 6,62 nanomètres. Donc avec ce filtre interférentiel, donc vous voyez que la bande passante, elle est assez étroite. D'accord? Donc contrairement au filtre coloré, donc la bande passante, elle est assez large. Donc là, pour sélectionner vraiment une radiation avec une faible bande passante, avec une faible largeur spectrale, donc on a à utiliser les filtres interférentiels. Voilà donc point final pour ce concours. Donc j'espère que le message est